L'invité du jour sur Espoir FM. Pierre Aski, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, grand reporter. Vous avez été longtemps en Afrique du Sud. Et puis, donc, on vous connaît maintenant parce que vous officiez régulièrement sur France Inter. Absolument, le matin. Dans la matinale, à 8h17, voilà, tout à précisément. Fait. Et donc, vous avez publié un livre sur Israël-Palestine, un siècle de conflit. Alors, vous êtes aux rencontres Michel Serres. Et alors, qu'est-ce qui vous a mené, vous, aux rencontres Michel Serres ? Alors, j'ai été contacté par les rencontres Michel Serres parce que le thème cette année est la paix. Et ils ont voulu faire une confrontation entre la philosophie et la géopolitique. Donc, je suis coprésident des rencontres cette année. L'autre coprésidente, c'est Manon Garcia, qui, elle, est philosophe. Et donc, elle parle de la paix dans l'intime, dans la famille, dans les relations hommes-femmes, dans le couple, etc. Et moi, je parle de la paix dans la géopolitique. Et donc, j'ai été assez séduit par cette idée de confronter le thème de la paix entre l'individuel et le collectif. Et c'est pour ça que j'ai accepté, parce que j'ai trouvé que c'était d'autant plus intéressant qu'on parle beaucoup de la guerre, et on parle jamais de la paix. C'est vrai. Et de fait, on est confronté à un vrai souci, c'est que on a des images de guerre dans la tête. On voit la guerre tout le temps, en Ukraine, au Proche-Orient, les films de guerre, etc. Enfin, on a un imaginaire de la guerre qui est très nourri, mais donnez-moi une image de la paix. Il n'y en a pas. On ne sait pas comment représenter la paix. D'ailleurs, le logo des rencontres Michel Serres, c'est une colombe, c'est-à-dire quand même un symbole qui a été inventé il y a déjà des décennies par Picasso et qui, parce qu'on n'a pas de représentation de la paix. Et je pense que voilà, je me suis mis à penser à tout ça quand on m'a proposé de venir et j'ai trouvé que c'était stimulant. Alors c'est vrai que Michel Serres donc touchait un petit peu à tous les sujets. C'est vrai que la guerre est un de ses livres aussi, un livre important. Oui, absolument. Et donc, vous l'avez rencontré, Michel Serres ? Alors je l'ai croisé, je l'ai pas rencontré véritablement, je l'ai croisé dans des conférences ou sur des plateaux télé d'ailleurs, ou à la radio, puisqu'il a fait pendant longtemps un rendez-vous hebdomadaire avec Michel Polaco. Absolument. Mais je peux pas dire que je l'ai rencontré. On n'a jamais eu de conversation. C'est dommage parce que quelqu'un qui je pense avait beaucoup de profondeur et avec qui j'aurais aimé échanger, mais ça ne s'est pas fait. Alors vous, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le monde tel qu'il est ? Regard sur le monde. Vaste question. Écoutez, je mentirais si je disais pas que j'étais inquiet, parce que le monde, vous savez, ça fait 8 ans maintenant que je fais cette chronique géopolitique sur France Inter. Après avoir, vous l'avez dit, sillonné le monde, j'étais correspondant en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, j'étais au Moyen-Orient il y a 30 ans et j'étais en Chine pendant 5 ans au début des années 2000. Et je dois dire que le monde d'aujourd'hui m'inquiète pour une raison simple, c'est que on est dans une fin d'époque. Et l'élection de Trump, d'une certaine manière, c'est la cerise sur le gâteau de cette ambiance de fin d'époque. C'est-à-dire que le monde de 45, le monde de l'après-Seconde Guerre mondiale, est en train de craquer de tous les côtés. Et donc, chaque fois qu'on a besoin de changer de monde, on est passé par la guerre. Il y a eu la Première Guerre mondiale qui a donné naissance à la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, qui a échoué. Et donc, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, que la SDN n'avait pas su empêcher. Après 1945, on a créé les Nations Unies, on a créé tout un tas d'institutions, et aujourd'hui, tout ça prend l'eau de toutes parts. Donc, on peut pas ne pas être inquiet par cette répétition des crises à des moments charnières. Et la deuxième chose qui me rend un peu sombre en ce moment, c'est que la fois précédente où on a eu une sorte d'incertitude comme ça dans le monde, c'était au moment de la chute du mur. Vous avez eu comme ça un bouleversement colossal dans le monde, la fin de l'URSS 1989 et la fin de l'URSS en 91.
Et il y avait, moi j'ai couvert cette période de manière très intense. Vous aviez plein de dangers dans cette époque. Vous aviez les armes nucléaires soviétiques dans un pays qui était en chaos. Vous aviez la question des frontières en Europe. Avec la chute du mur, il y avait plein de conflits de frontières qui ressurgissaient. Vous aviez la question économique entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Il y avait des décalages tellement importants. C'était une période très agitée et très tendue. Mais on avait un monde qui était en paix, relative, le monde est toujours en paix relative, mais il n'y avait pas de guerre majeure à ce moment-là, il y en a eu après. Et vous aviez des dirigeants responsables. Gorbatchev à Moscou, Bush, père, pas fils, père, à Washington, Kohl, Helmut Kohl en Allemagne, François Mitterrand en France, même Margaret Thatcher en Angleterre, elle s'est montrée très responsable dans cette période. Donc vous avez eu une tentative et réussie de gérer collectivement entre des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes intérêts, une situation à risque. Et ça s'est très bien passé. C'est vrai. Et aujourd'hui, on ne se souvient de cette époque que des bons côtés, la liberté des peuples de l'Est, la réunification de l'Europe, le fait que ces pays ont rejoint l'Europe progressivement. Et aujourd'hui, on est dans la même période d'incertitude d'un monde qui craque, etc., mais avec deux guerres majeures, le Proche-Orient et l'Ukraine, et des dirigeants assez irresponsables au poste de pilotage, que ce soit Poutine, Trump demain à Washington, et même nos dirigeants européens, ils sont pas en grande forme, soyons clairs. Vous avez la France et l'Allemagne qui sont en pleine crise politique avec des majorités bancales. Donc tout ça n'est pas très rassurant, parce que vous avez le sentiment qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion. C'est vrai. Et que l'avion, il est en train de rentrer dans la tempête sans pilote. C'est vrai. Vous le disiez, je pensais, quand vous évoquiez cette situation après la chute du mur, au livre de Francis Fukuyama qui écrivait La fin de l'histoire. Oui, au fond, on s'imaginait que là, oui. c'était terminé avec la chute de l'Empire soviétique. L'histoire allait s'arrêter, mais il s'était mis le doigt à l'œil, comme on dit, jusqu'à la clavicule, et donc l'histoire reprend de plus belle. Et je reprenais aussi cette pensée de Gramsci qui disait, quand il y a un monde qui s'effondre, un autre monde qui peine à émerger. Et au milieu, les monstres. Et dans ce clair-obscur émergent des monstres. Et je pense que là, on y est. On y est. On a le clair-obscur et on a les monstres. Oui. Tout à fait. Et c'est une période dans laquelle c'est pour ça que moi j'aime ce que je fais, parce que je pense que ça, en plus je le fais sur un service public qui est France Inter. Je pense qu'on a besoin de comprendre ce qui nous arrive. Et moi j'essaye modestement avec ce que j'ai vécu d'apporter des clés de compréhension des craquements du monde, de la guerre du Proche-Orient, de la question palestinienne, de l'émergence de la Chine que j'ai pas mal vu de près. Voilà, pour que les gens soient au moins conscients de ce qui est en train d'arriver autour d'eux. Parce que y a rien de pire que d'être ballotté par l'histoire sans même réaliser ce qui nous arrive. Or, il n'y a rien de plus compliqué que de comprendre ce qui vous arrive quand vous êtes au milieu du gué. Et c'est un peu ce que nous vivons dans nos sociétés à plusieurs niveaux, parce qu'on est en train de vivre, et c'est peut-être ça qui est anxiogène pour beaucoup de gens, c'est qu'on vit 3 révolutions en même temps. On vit la révolution climatique. Le changement de climat, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Les phénomènes climatiques qu'on vient de vivre en Espagne, c'est quelque chose de colossal. On vit une révolution technologique. L'intelligence artificielle bouleverse complètement les rapports à l'écrit, bouleverse le rapport finalement à l'autre, aux hommes. Et pose même des questions existentielles. Vous avez des gens qui vont vous dire que les intelligences artificielles vont exterminer l'humanité et vont prendre le contrôle de la planète. Bon, personne n'est capable aujourd'hui, même parmi les plus grands scientifiques, de vous dire où on en sera dans 10 ans. Tellement ça va vite. Voilà, tellement ça va vite et tellement c'est exponentiel. C'est-à-dire que ça n'est pas
une évolution linéaire qu'on peut maîtriser facilement. Et la troisième révolution, elle est géopolitique, avec ce que je disais tout à l'heure, le monde de 45 qui craque, la Chine qui est devenue la deuxième superpuissance, la Russie résurgente de Poutine qui veut recréer son espace d'influence autour de la Russie, etc., etc. Et ces trois révolutions ensemble, c'est colossal. Et donc voilà, il faut arriver à comprendre ce qui nous arrive pour prendre des décisions et peut-être éviter les monstres. C'est vrai qu'alors vous devez faire preuve sur France Inter d'une certaine pédagogie. Alors comment vous travaillez? C'est la question que nous nous posons toutes et tous. Écoutez, d'abord, je plonge dans mon vécu. C'est-à-dire, moi, j'ai 50 ans de journalisme derrière moi. J'ai commencé en 74, on est en 2024. Et 80% des sujets que je traite à l'antenne, j'ai eu à les croiser à un moment dans ma vie. Oui. Et ça me donne, non pas la science infuse, mais ça me donne au moins des bases sur lesquelles je peux construire. Et c'est utile. Moi, j'ai besoin de sentir les choses avant de les analyser, avant de les expliquer. Et si je parle du Mali, je suis allé, je crois, 14 fois au Mali. J'ai emmené mes enfants en vacances à Tombouctou à une époque où c'était possible. Et donc, c'est des terrains que je connais. La Chine, j'y ai passé 5 ans, je l'ai sillonné de long en large. Je m'y suis même marié, donc c'est vous dire. Et donc, ça, c'est mon socle de base qui me permet de construire. Après, je m'informe. Je pense qu'on est dans un monde où il faut en permanence acquérir de nouvelles connaissances, comprendre les choses. Je dis, on parlait de l'intelligence artificielle il y a quelques instants. Moi, je suis pas un scientifique. Or, je peux pas ignorer l'intelligence artificielle dans mon analyse des évolutions du monde. C'est Poutine qui disait il y a 10 ans. Le pays qui maîtrisera l'intelligence artificielle dominera le monde. Poutine qui a dit ça. Bon, si vous faites de la géopolitique, vous devez intégrer l'intelligence artificielle. C'est des sujets que j'ai dû absorber, comprendre et en comprendre la dimension géopolitique. Donc voilà comment je travaille. Je fais une veille d'information de 3 heures par jour. Vous voyez, je suis abonné à des publications dans le monde entier, donc je passe mes journées de Washington à Hong Kong, en passant par Johannesburg et Beyrouth, à lire des choses, à avaler des choses. Et ensuite, lorsque je choisis un sujet sur lequel j'ai besoin d'éclairage, j'ai des contacts dans plein de pays, et j'appelle des gens, je leur envoie des mails, etc., pour leur demander un avis, une précision qui me manque, et être sûr de pas me tromper, parce que c'est une responsabilité que j'ai apprise à comprendre. Vous êtes le matin dans la première matinale de France, 4,5 millions d'auditeurs. J'ai en plus 2 millions de podcasts derrière. Ça vous donne une responsabilité, voilà, de pas donner des informations ni erronées, ni de faire peur aux gens, ni voilà. Or l'actualité peut être anxiogène. Et je le vois quand je viens dans des endroits comme ici à cette conférence, plein de gens qui viennent me voir et qui me disent: je vous écoute le matin, merci de vos éclairages, etc. C'est-à-dire que ça fait partie de leur vie quotidienne. En plus, c'est l'heure du petit déjeuner, donc vous faites partie de la vie de famille des gens. Vous êtes autour de la table du petit déjeuner avec eux, et donc cette responsabilité-là, moi je ne la connaissais pas avant de commencer cette rubrique, parce que j'étais journaliste, j'ai écrit dans plein de publications, etc. C'est pas le même rapport. Ah, mais c'est pas le même rapport. C'est pas le même rapport. Et là, dans la matinale de la première radio de France, vous êtes vraiment dans un poids particulier. Et l'histoire de la pédagogie est intéressante. C'est une bonne question, parce que je me la suis posée. Quand j'ai commencé, la directrice de la rédaction de France Inter, Catherine Nel, m'a dit: c'est un éditorial ce que tu fais, donc tu as un point de vue, mais c'est le service public, tu parles à tout le monde. Et ce sont deux injonctions contradictoires. Ben oui, bien sûr. Oui, si vous avez un point de vue, ça veut dire qu'il y a une partie des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Et en fait, je me suis dit, la seule manière de m'en tirer pour répondre à ces deux injonctions, c'est la pédagogie. C'est-à-dire d'expliquer aux gens comment j'arrive à une conclusion. J'ai une conclusion à mes analyses,
mais je leur dis par où je suis passé, et vous pouvez utiliser ces outils que je vous ai expliqués sur comment j'ai pris cette conclusion pour en tirer une autre si vous le souhaitez. Je ne veux pas vous enfermer dans l'éditorial classique, c'est de dire voilà ce qu'il faut penser du conflit au Proche-Orient, et puis vous déroulez de haut en bas. Là, je fais l'inverse. Je commence par expliquer par où je passe et je termine en disant voilà pourquoi je pense que X ou Y. Alors, c'est doublement important, mais en même temps contraignant, parce que vous êtes sur quelques minutes. Oui, 3 minutes. Ah oui. 3 minutes. 3 minutes. Oui. C'est là où quand on vous écoute, c'est très. C'est à la fois court et long. Oui, c'est long pour la radio. Oui. Bon, pas chez vous parce que vous prenez le temps de l'antenne ouverte et c'est formidable. Mais les matinales d'une radio comme Inter, c'est minuté. Si vous dépassez de 10 secondes, vous vous faites engueuler parce que le copain derrière, il aura 10 secondes en moins. Donc c'est compliqué. Et en même temps, c'est long parce qu'un sujet dans un journal radio, c'est 50 secondes en général. Hein. 1 minute, c'est royal. Moi, j'ai 3 minutes. Et en 3 minutes, j'ai appris, parce que c'est un apprentissage, à synthétiser. À synthétiser. Et maintenant, quand j'écris, je me chronomètre après. Et en général, à 10 ou 15 secondes près, c'est bon. J'enlève 2 adjectifs et c'est bon. Vous relisez vos chroniques avant ? Beaucoup. Oui. Parce que, comme vous l'avez dit, entre l'écrit et l'oral, c'est tout à fait différent. Alors, je les écris à voix haute. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, parce que moi, je viens de la presse écrite. Et c'est une amie qui m'a dit, au début, ça faisait 15 jours que je faisais ça, elle m'a dit, écoute, il faut que je te dise un truc. Quand on t'écoute, on fait autre chose le matin en même temps. On fait le café, on engueule les enfants qui sont pas prêts. Voilà. Et elle m'a dit, tes phrases sont trop complexes. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais des phrases de presse écrite et pas des phrases orales. Et donc, je me suis forcé à écrire à voix haute. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. Alors, comment vous faites ? J'écris et puis je la dis à voix haute et je vois si elle me semble compliquée à dire à l'oral, c'est en termes de souffle et de compréhension, je la coupe en 2. Et voilà, c'est une technique basique, hein, c'est pas très compliqué, mais j'essaye de faire que à la lecture ou à l'écoute, mes phrases soient aussi simples que possible, parce que je sais que les gens sont distraits, sont pas forcément hyper concentrés. Et cet ami m'avait dit, on n'a pas la même concentration que quand on lit un article de journal, où là on peut même revenir en arrière pour revoir la phrase si on a été dérangé, etc. Là, c'est pas le cas. Avec les podcasts, c'est un peu plus le cas, mais enfin, c'est un peu fastidieux. Et donc, voilà, j'essaye de me mettre à la place de l'auditeur. On se retrouve lundi, Pierre Aski. Absolument. Dans la matinale. En direct d'Agen, parce que je ferai ma chronique au téléphone d'Agen. Voilà, je ne serai pas en studio à Paris. Merci beaucoup, Pierre Aski. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous animez cette rubrique quotidienne sur France Inter et que vous avez commis un livre sur Israël-Palestine, un siècle de conflit. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était l'invité du jour sur Espoir FM.